Je suis Sophie Kellegagnant, en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui de parler du VacuStream, donc un produit qui est proposé par Flamco, qui est une centrale de dégazage pour les installations domestiques. Ce webinaire va durer entre 20 et 30 minutes. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit et je répondrai après le webinaire. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est avant de parler du produit lui-même, on va rebalayer la problématique. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une centrale de dégazage pour les installations domestiques? Donc, on va parler du problème, de la cause et comment la solutionner. Donc, comment on peut dégazer, quelles sont les solutions de dégazage qui existent. Ensuite, je parlerai donc du VacuStream, je vous présenterai le produit et on terminera par une petite conclusion. Alors, tout d'abord, la problématique, c'est surtout ça qu'il faut comprendre et qui va vous permettre notamment de proposer le VacuStream à vos clients. Si on regarde, si on compare les installations traditionnelles, ce qu'on faisait avant, avec les installations modernes d'aujourd'hui, quelle est la différence? Avant, on avait des installations où on utilisait essentiellement des matériaux métalliques. Donc, on utilisait du cuivre, de l'acier pour construire nos réseaux de chauffage et assez peu de matières plastiques. On travaillait essentiellement à haute température. Donc ici, par exemple, 80 degrés. Et on avait beaucoup de radiateurs, des réseaux qui étaient plutôt surdimensionnés, assez peu de régulation, donc des régimes de fonctionnement qui étaient plutôt constants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a des installations qui contiennent de plus en plus de matériaux plastiques, matériaux synthétiques. Donc ici, on a du multicouche en photo. Alors ça, ce n'est pas trop grave puisqu'on a une vraie barrière anti-oxygène avec la lame d'aluminium à l'intérieur. Par contre, on utilise aussi beaucoup de PER. Et là, du PER, si c'est du PER nu, on a du PER une couche nue, on a une barrière, on n'a pas de barrière anti-oxygène. Ensuite, on a des réseaux basse température. Au lieu de travailler à 80 degrés, aujourd'hui, on essaye de descendre de plus en plus la température sur des régimes qui sont plutôt du 50, 40, voire 35 degrés pour des planchers chauffants, par exemple. On a des réseaux qui sont fortement régulés, donc beaucoup de vannes de régulation. On dimensionne de plus en plus au plus juste. Il y a de moins en moins de surpuissance dans les dimensionnements. Donc, du coup, dès qu'il y a une petite problématique de réglage, eh bien, ça se ressent tout de suite au niveau du confort. Et on a des installations qui étaient déjà un petit peu critiques avant parce que basse température et qui le sont encore plus aujourd'hui avec les planchers chauffants, puisque là, on travaille vraiment à très basse température. L'impact, qu'est-ce que c'est? L'impact, c'est quoi? Visuellement, l'impact qu'on voit, c'est les boues. On a une mauvaise qualité de l'eau et on forme des boues. Mais dès l'instant qu'on forme des boues, c'est une conséquence, mais c'est surtout un signal d'alarme. Donc, vous voyez des eaux noires au niveau des radiateurs, donc pleines de particules. Vous voyez des pompes qui ne fonctionnent plus parce qu'elles sont embouées. Vous avez des circuits emboués, des radiateurs qui ne fonctionnent plus parce qu'ils sont emboués de la même manière que les tubes de plancher chauffant. Mais ça, c'est vraiment la conséquence visuelle et la conséquence sur le confort. D'accord? En fait, on a de plus en plus d'air dissous dans notre installation, c'est le gros problème. Et derrière, on forme des boues et on abîme notre installation. Mais visuellement, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de boue dans l'installation, à tous les niveaux. Qui dit boue dit forcément qu'on détériore notre installation, mais ça, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais surtout du point de vue de l'utilisation, eh bien derrière, on manque de confort. Les conséquences, qu'est-ce que c'est? C'est des coûts de maintenance qui vont être plus importants sur les installations. Beaucoup plus d'interventions pour maintenance, beaucoup plus d'interventions pour purge, donc ça coûte. Ne pas oublier une chose qui est très importante, si derrière vous n'avez pas la qualité de l'eau qui est requise dans votre installation, la garantie produit ne fonctionne plus.
D'accord? On a la plupart des produits maintenant un peu techniques, notamment les chaudières, c'est les premiers produits auxquels on pense, tous les échangeurs de chaleur, tous les produits qui mettent en œuvre des échangeurs de chaleur. Il y a des spécifications au niveau de la qualité de l'eau. Si derrière votre qualité de l'eau, elle n'est pas bonne, derrière, on va vous dire en tant que fabricant que la qualité produit, la garantie produit ne s'applique pas parce que votre eau n'est pas bonne. Les conséquences, c'est forcément des mauvaises relations clients parce qu'il y a des plaintes de la part des clients et forcément des conséquences au niveau du confort. Qui dit installation embouée dit qu'on n'a plus d'émissions de chaleur et du coup, pendant l'hiver, c'est beaucoup moins confortable. Donc, des conséquences. Donc ça, c'est notre problématique. Mais si on creuse un peu, et c'est ce qu'on va faire, quelle est un peu la cause de tout ça, quel est le diagnostic par rapport à cette qualité d'eau qui n'est plus bonne et ces boues qu'on forme de plus en plus, en quantité de plus en plus importante. Le diagnostic, c'est qu'on corrode. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a donc beaucoup plus de corrosion. La plus grosse partie des boues vient de la présence d'oxygène dissous dans notre installation et on fait des boues par corrosion notamment. La plus grosse partie de la corrosion, c'est de la corrosion par aération différentielle. Bon, le terme est dedans, qui dit aération différentielle, dit qu'on a de l'air dans notre installation. Et la vraie cause de corrosion, c'est l'oxygène. Alors, ce n'est pas les bulles d'oxygène, c'est de l'oxygène qui est dissous. On va avoir de la corrosion galvanique. La corrosion galvanique, elle existait à haute température, à basse température. C'est des associations malheureuses de métaux, d'accord, en milieu humide. Vous mettez du cuivre avec de l'acier, vous allez corroder. La corrosion par piqûre. La corrosion par piqûre, c'est une corrosion qui a essentiellement lieu dans des milieux un peu stagnants, donc les zones où l'eau peut stagner, en présence de chlore. D'accord, présence, on a des chlorures, du chlore et des chlorures dans l'eau de remplissage en général. Et bien, suivant les quantités, il faut faire attention, ça va participer à la corrosion. Ensuite, on a la corrosion-érosion. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le phénomène d'érosion des métaux, on l'a avec la vitesse de circulation de l'eau, qui fait qu'on va user, c'est de l'usure tout simplement du métal. Et derrière, on provoque de la corrosion. Qu'est-ce qui provoque de l'érosion? C'est essentiellement la vitesse de l'eau et surtout les bulles d'air, puisque les bulles d'air qui vont être dans l'eau, elles sont contre les parois et elles érodent. L'azote, ce sont des bulles d'azote en général, puisque l'oxygène, lui, corrode. Donc, l'azote est disponible pour faire de l'érosion. Et on a notamment un métal qui s'érode particulièrement bien, c'est le cuivre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on érode les surfaces cuivrées. On obtient derrière du cuivre dans l'eau. Ce cuivre, qu'est-ce qu'il fait? On se retrouve avec du cuivre métallique dans l'eau qui va être au contact d'autres métaux, type acier, type aluminium, et on va corroder. On se retrouve avec des piles de corrosion. Donc, on corrode. Et le dernier cas de figure, et non des moindres, c'est la basse température qui provoque une prolifération bactérienne. Et qui dit bactérie dit corrosion bactérienne sous les biofilms. D'accord? Donc, ça veut dire ici, vous voyez tout le panel de corrosion qu'on a, qui nous produit en fait des produits de corrosion qui sont les boues. La plupart la plus grosse quantité de boue que vous avez dans le réseau, c'est dû à la corrosion. Et derrière, qu'est-ce qui favorise cette corrosion? C'est l'oxygène dissous et c'est la basse température. Et là où c'est très important, c'est que plus la température est basse, plus vous avez de l'air dissous dans l'eau. Et c'est là où est le signal d'alarme. C'est pour ça que vous aurez beaucoup plus de boue dans un réseau basse température que dans un réseau haute température. Donc, rapidement de la boue qui va venir vraiment bloquer votre installation. Et corroder l'installation, c'est à cause de l'oxygène dissous et qui est présent en grande quantité à cause de la basse température. Donc, c'est surtout ça qui est important, c'est le cheminement, c'est de se dire, vous avez des boues dans votre installation en quantité beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant à haute température. Ces boues, c'est le signal d'alarme, même si derrière, vous dites, je vais faire du désembouage et puis c'est très bien, je rétablis ma situation. Mais non, si vous formez des boues en grosse quantité, c'est parce que vous corrodez davantage et la pérennité de votre installation, elle est vraiment
remise en cause, clairement. Vous allez corroder, mais à une vitesse grand V. Donc, c'est hyper mauvais pour l'installation elle-même. L'impact de la basse température, je vais revenir un peu là-dessus. Ici, vous l'avez en chiffres. Si vous passez d'un réseau 80 degrés, ce qu'on faisait avant, à un réseau 30 degrés, comme ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on cherche à baisser le plus possible notre température d'alimentation, entre 80 et 30 degrés, c'est 48% d'oxygène dissous en plus. C'est énorme. Retenez 50%, 50% d'oxygène dissous en plus. Donc, ça veut dire potentiellement 50% de formation de magnétite en plus. La magnétite étant le résidu de corrosion du fer. Vous en faites 50% en plus. Autrement dit, ça veut dire que vous dissolvez 50% de votre installation en plus. C'est très grave. D'accord? Ça remet vraiment en cause la pérennité de l'installation. Donc, c'est vraiment un problème à prendre à bras-le-corps. Donc, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dégazer. Il faut absolument enlever cet oxygène, absolument enlever cet azote, absolument enlever les gaz dissous pour la pérennité de l'installation et le confort. Alors, comment on dégaze? Il y a plusieurs possibilités. Il y a un physicien chimiste qui s'appelle Henry, qui était un Britannique, qui a émis une loi donc au 19e siècle sur en fait la dissolution des gaz dans les liquides. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de Henry. Mais cette loi de Henry, elle nous permet de savoir comment on va dégazer notre installation. Donc deux possibilités, deux manières de dégazer. La première, c'est monter la température. Plus votre eau va être chaude, moins on va avoir de l'air dissous. D'accord? Typiquement, c'est ce que vous voyez par exemple, alors c'est la photo que vous avez à l'écran, quand vous faites bouillir une casserole d'eau pour cuire des pâtes par exemple, bien avant l'ébullition, vous voyez plein de petites bulles qui sortent de la masse d'eau et c'est aussi sonore, vous avez un bruit, le bruit c'est l'onde de choc et en fait c'est toute l'air qui était dissous dans l'eau qui s'en va, uniquement parce que la température augmente. Bon, ici, ce n'est pas notre solution puisqu'on a dit qu'on travaillait à basse température. Donc, on ne va pas s'amuser à remonter la température. Donc, l'autre solution, c'est quoi? Ça va être de faire chuter la pression. Typiquement, c'est ce que vous faites quand vous ouvrez une bouteille d'eau gazeuse. La bouteille d'eau gazeuse fermée, elle est sous pression. Lorsque vous ouvrez une bouteille de Perrier, par exemple, vous avez plein de bulles qui se forment, tout simplement parce que vous chutez et vous ramenez l'eau à la pression atmosphérique. C'est exactement ce qu'on va utiliser dans notre VacuStream pour dégazer l'eau du réseau qui est à basse température. OK? On va faire donc chuter la pression. Principe du dégazage. Donc maintenant, ça me permet de vous présenter le VacuStream, qui est une centrale de dégazage pour les installations domestiques. Vous connaissez peut-être déjà le Vacuumateco ou l'ENA de Flamco. On est sur la même typologie de technologie, c'est-à-dire qu'on va faire chuter la pression d'une manière un peu différente. Mais autant le Vacuumateco ou l'ENA sont des produits qui sont faits pour des installations qui sont moyennes ou grosses, autant cette fois-ci, le VacuStream est fait pour des petites installations, donc plutôt pour la maison individuelle et plutôt pour les installations type plancher chauffant, vraiment adaptées, domestiques, basse température. Alors, comment on fait notre sélection? Ici, vous avez un graphe à l'écran qui vous permet de savoir quand il est plus intéressant d'utiliser une centrale de dégazage ou un séparateur d'air. Vous avez à l'écran sur la partie séparateur d'air, air separator, on va dire ici en anglais. Vous allez voir ici au niveau des produits, on a les Smart et les Xtreme qui sont les séparateurs d'air de Flamco. Ce sont des produits qui permettent de travailler sur les bulles d'air. On ne travaille pas sur l'air dissous, d'accord? On va évacuer les bulles d'air. Et en bas à droite, vous avez donc les centrales de dégazage de Flamco. Sur la droite, c'est le Vacuumateco, on a dit plus pour des grosses installations. Sur la gauche, c'est le VacuStream pour des installations domestiques. OK ? Les critères de choix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en abscisse la pression.
Et en ordonnée, vous avez la température. Typiquement, sur des pressions donc, qui vont être de l'ordre de 1,5 bar, entre 1,5 bar et 2 bars sur des installations domestiques, par exemple, vous voyez que dès l'instant qu'on est en dessous de 60 degrés, il est plus intéressant d'utiliser une centrale de dégazage. Alors, plus intéressant dans le sens où ce sera plus efficace. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en dessous de 60 degrés, l'eau commence à être trop froide. Donc, on a beaucoup plus d'air dissous que de bulles. Donc, ça veut dire que c'est moins intéressant d'utiliser un séparateur de bulles. Il sera moins efficace qu'une centrale de dégazage. D'accord? Plus l'eau est chaude, plus on va travailler sur les bulles. Plus l'eau est froide, plus on travaille sur l'air dissous. Donc, on utilise une centrale de dégazage. D'accord? Voilà un petit peu les critères de choix que vous pouvez faire. Ce qui est intéressant, ce qui est important de retenir là-dessus, toujours, c'est que plus vous travaillez à froid, plus vous avez des gaz dissous, plus il faut travailler sur une solution dégazage qui va vous permettre d'enlever l'air dissous, de travailler sur l'air dissous. Alors, le VacuStream, vous le voyez ici à l'écran, petite centrale de dégazage. Je vais vous donner les dimensions, mais c'est à peu près 40 cm de haut et un peu moins de 20 cm de large. D'accord? Donc, c'est un produit qui est plutôt compact. Il est dans un boîtier donc noir, les différentes parties du boîtier qui peuvent s'enlever mais qui ne sont pas faites pour ça. Et vous avez une connexion de chaque côté. Donc, le seul écran que vous avez sur le VacuStream, donc tout d'abord, déjà, avant de parler de l'écran, vous avez donc sur les côtés, vous allez connecter votre VacuStream au réseau. C'est une centrale de dégazage qui est en ligne. On se met sur le réseau principal. On sera plutôt sur la partie la plus froide du réseau, de manière à avoir beaucoup d'air dissous et vraiment travailler sur là où on a le plus d'air dissous. Les dimensions, on est sur du DN25, donc comme vous le voyez, sur des petites canalisations. Il n'y a pas de sens de flux, c'est pour ça que vous avez des flèches dans les deux sens. Vous pouvez le connecter d'un côté ou de l'autre du flux, ça n'a aucune importance. Au niveau de l'affichage, un seul affichage, c'est l'indicateur de pression que vous allez avoir dans la chambre de dégazage. Donc, si le produit n'est pas en train de dégazer, vous voyez afficher la pression du réseau, par exemple ici, 2 bars. Vous le voyez ici en coupe. Donc, en coupe, on va retrouver sur la partie droite l'indicateur de pression du réseau, par exemple, 2 bars. La partie blanche correspond un peu à la partie motorisation. Et on va avoir donc une chambre de séparation. C'est une chambre que vous voyez ici qui est remplie d'eau, en fait. Donc, on va dégazer un petit volume d'eau à la fois. Ensuite, vous avez un piston. C'est ce piston qui va nous permettre de créer la chute de pression. On va trouver au-dessus du piston un clapet anti-retour qui donne accès à un purgeur d'air qui est le FlexVent de Flamco. D'accord ? Au niveau de l'installation, comme je vous le disais, c'est un dégazeur en ligne. D'accord ? Donc, il se met sur la canalisation principale, plutôt sur le retour de l'installation. D'accord ? Pour que l'eau soit plus froide, si on parle d'un réseau de chauffage. Pas de sens de flux, comme je l'ai évoqué. Et sur la droite, vous voyez ici le VacuStream intégré dans une armoire avec un collecteur plancher chauffant. Donc, il y a la partie supérieure qui s'en va pour ne pas être gêné par la tuyauterie supérieure. Donc, en fait, il peut être installé sur l'aller ou sur le retour. Ça n'a pas tellement d'importance. Au niveau de l'intégration dans l'armoire plancher chauffant, il va être plutôt sur la canalisation du bas pour pouvoir tenir correctement dans l'armoire. La partie arrière du capot s'enlève de manière à pouvoir ne pas être gêné par la tuyauterie supérieure. OK ? Comme je vous le disais, de préférence, on se mettra sur la canalisation la plus froide. Donc, si c'est un réseau de chauffage, c'est le retour. Mais si on est dans un collecteur plancher chauffant où l'allée est en bas et le retour est en haut, vous pouvez le mettre sur l'allée, ça ne pose pas de problème. On n'est pas sur des températures qui sont de toute façon trop élevées sur l'allée, donc il n'y a pas de souci, il sera complètement efficace. Le principe de fonctionnement maintenant. Vous voyez ici le VacuStream schématiquement à l'écran. Le fonctionnement se fait en 4 étapes. La première étape, vous avez un piston qui est donc en point haut. Je vais mettre un stylet pour que ce soit
plus facile. Voilà. Le piston, ici en rouge, est en point haut. Lorsqu'il est en point haut, on a en fait la chambre de dégazage qui est ouverte sur le réseau. D'accord. Ici, l'eau circule de la gauche vers la droite. L'alimentation de la chambre de dégazage est ouverte, donc ça veut dire que de l'eau fraîche, entre guillemets, donc non traitée, va remplir la chambre de dégazage. Ensuite, lorsque le cycle de dégazage se met en route, le piston, donc vous voyez apparaître, pardon, j'ai oublié la pression par l'indicateur qui est donc la pression du réseau. Ensuite, le piston descend, deuxième étape. En descendant, on isole la chambre de dégazage du réseau, donc l'eau ne peut plus rentrer dans la chambre de dégazage. En descendant, le piston va générer une chute de pression. C'est le principe de la seringue, en fait. Si vous tirez sur le piston de la seringue, vous aspirez, donc vous créez une chute de pression. Même principe. En chutant, cette pression va donc chuter. En chutant, elle provoque la création de multitudes de bulles de gaz à l'intérieur de la masse d'eau. D'accord? Donc, c'est le principe lui-même du dégazage. En même temps, la pression va baisser dans la chambre de dégazage et on descend jusqu'à moins 0,8 bar, qui va être la pression basse minimum qu'on va atteindre. Étape suivante, le piston commence à remonter, la pression remonte dans la chambre de dégazage et on forme donc une poche d'air qui va monter en point haut. Et à ce moment-là, la dernière étape, c'est donc l'ouverture. Donc, le piston va pousser le clapet, ouvrir via le clapet anti-retour, la sortie vers le flex-vent, donc le purgeur d'air. La poche d'air va donc être évacuée par le purgeur. Et dans le même temps, la chambre de dégazage se remplit à nouveau d'une masse d'eau à traiter. Okay, donc, 4 étapes. On remplit, le piston descend, on provoque la chute de pression et la création des bulles. Le piston remonte, la poche d'air se forme en point haut et ensuite on dégaze cette poche d'air au flex-vent super et on remplit à nouveau la chambre de dégazage. D'accord? C'est plutôt au moment où on re-remplit que la pression va remonter dans la chambre de dégazage. Et ainsi de suite. Une fois que le piston est remonté, il va à nouveau redescendre. Donc ça, c'est un cycle de dégazage. En termes de cycle, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, le produit fonctionne 12 heures, fait 12 heures de cycle sur 24 heures de fonctionnement. Donc, on a 12 heures de cycle de dégazage et 12 heures de pause. Quand est-ce que tout cela démarre? C'est au moment où on va brancher le VacuStream. En fait, la mise en service du VacuStream, c'est très simple. On branche le VacuStream et il va commencer ses cycles sur 12 heures. Donc, ça veut dire que si on branche le VacuStream au réseau à 8 heures du matin, eh bien, il va faire 12 heures de cycle entre 8 heures et 20 heures. Et ensuite, entre 20 heures et 8 heures, les cycles s'arrêtent. C'est le mode stand-by. Si vous le branchez à midi, il commence à midi. C'est la seule mise en service qu'il y a à faire sur ce produit. Et ensuite, il va enchaîner les cycles pendant 12 heures et s'arrêter pendant 12 heures. Au niveau des applications, le VacuStream, donc vous avez vu, on est en DN25, donc plutôt sur un fonctionnement sur des petits réseaux, donc réseaux domestiques, petits collectifs, ou alors sur des branches indépendantes de réseau. Donc, on peut l'installer sur un réseau typiquement PAC plus chaudière. Il peut être donc sur une petite partie d'un réseau, typiquement une partie réseau plancher chauffant sur du petit collectif, par exemple. D'accord? Ou alors, comme on l'a évoqué, il est quand même particulièrement dédié au plancher chauffant. Donc, ça veut dire qu'on peut l'installer dans l'armoire plancher chauffant. Si vous avez plusieurs collecteurs, il peut être installé au retour de l'installation. D'accord? Donc après, ça va dépendre là aussi de la taille de l'installation, mais on peut l'installer sur le retour d'une installation où il y a plusieurs collecteurs plancher chauffant. Okay? En fait, c'est le volume d'eau de l'installation
qui va être l'élément limite pour savoir si on met un VacuStream, voire plusieurs. Hein, ça reste possible puisque entre le VacuStream et le Vacuumat Eco, une fois que votre installation est trop grosse, on va plutôt basculer sur un Vacuumat Eco mobile, par exemple. Alors, quelques données par rapport à ce produit. Volume maximum du système 500 litres. Donc voilà, c'est un produit qui va traiter en continu l'eau du réseau maximum sur 500 litres d'eau pour avoir un fonctionnement qui est efficace. D'accord ? La consommation énergétique, on est sur 8,5 kWh par an. Pression de fonctionnement, le maximum 3 bars. Après, on va être sur des produits type Vacuumat Eco qui peuvent travailler à des pressions plus importantes. Température, mini-maxi entre moins 5 et 65 degrés. Comme je l'ai évoqué au début, quand vous arrivez à 60 degrés, la température commence à être suffisamment haute pour plutôt avoir un séparateur de bulles d'air plutôt qu'une centrale de dégazage. Si on est sur des installations qui sont plus grandes, effectivement, la centrale de dégazage a aussi tout son intérêt, mais là, on va être plutôt sur des plus grosses centrales de dégazage. Connexion, on va être en 1 pouce femelle. Niveau sonore relativement faible, 42 décibels. On peut travailler aussi sur des réseaux froids, hein, comme vous l'avez vu, température minimum moins 5 degrés, et on peut travailler sur de l'eau glycolée jusqu'à 50%. Poids 4 kg, d'accord, il y a quand même une partie métallique dedans et la partie motorisation, donc c'est un produit qui est quand même assez lourd, mais qui est compact, et on vous propose 5 ans de garantie. Au niveau des dimensions, je vous l'ai dit, donc voilà, 42 cm de haut, et au niveau largeur, on est sur 14 cm de large. Donc, produit plutôt compact, assez facile à installer. Pas de maintenance, ça aussi c'est important. Dans les installations domestiques, en général, alors on fait de la maintenance bien entendu, mais on voit souvent notamment des pots à bout qui ne sont jamais purgés, d'accord ? Donc, pour éviter les problématiques de maintenance qui ne sont pas faites, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il n'a pas de maintenance. Donc, la mise en service, c'est juste de brancher l'équipement. La maintenance, il n'y en a pas. Alors, attention quand même, je viens de parler de pot à bout. Sur des installations domestiques, c'est comme sur des grosses installations, on met un séparateur de boue quelque part. Donc, on va notamment faire en sorte de protéger le Vacuumat de la boue. Donc, n'oubliez pas qu'il faut un séparateur de boue sur une installation domestique, en plus de ce séparateur, de cette centrale de dégazage. Pour terminer, les avantages produits, les bénéfices clients. Donc, n'oubliez pas le point le plus important ici. On est sur une centrale de dégazage qui travaille sur des petites installations, donc des systèmes jusqu'à 500 litres. C'est une centrale de dégazage qui fonctionne en continu, d'accord? Même si on parle de 12 heures de pause dans la journée, c'est du continu. Donc, tous les jours, il dégaze, d'accord? Donc, votre eau sera dégazée tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on va réduire drastiquement les problèmes les problèmes d'air dans l'installation. Donc, les problèmes d'air, ça donne quoi? Ça donne de la boue. Donc, on le voit parce qu'il y a de la boue, mais néanmoins, ça protège surtout des problèmes de corrosion qui vont aboutir à la formation de boue. Donc, ici, c'est vraiment la corrosion qu'on va prévenir. On va éviter la corrosion, on va éviter l'érosion. Donc, on travaille sur la pérennité de l'installation. On va aussi éviter tous les autres problèmes type formation de boue et donc de confort, les problèmes de bruit et donc de confort. Donc là, on va faire l'aboutissement derrière pour le client, c'est plus de confort. C'est aussi une pérennité d'installation, c'est des économies d'énergie. Donc, c'est vraiment tout ça hein, sur lequel on travaille. Et comme je vous l'ai dit, si vous voyez de la boue, c'est le signal d'alarme, la boue. S'il y a de la boue, c'est que la pérennité de l'installation est franchement en jeu. Donc, ça vous permet vraiment de travailler là-dessus et c'est comme ça qu'il faut vendre ce produit. Autre bénéfice, c'est un bénéfice d'installation. Il n'y a pas de direction de flux, c'est un produit qui est compact. On trouve facilement sa place, donc l'installation, elle est plutôt facile.
C'est un produit où il n'y a pas de mise en service, pas de maintenance. Bon, j'ai appelé ça un produit peace of mind. On ne s'en préoccupe pas, hein, il fonctionne tout seul. C'est un produit aussi qui ne fait pas de bruit. Donc, si on est dans une maison avec des collecteurs de plancher chauffant, ben, il ne fait pas de bruit, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Et en plus, il y a un mode stand-by pour la nuit. Donc, on n'a pas de problématique de bruit. OK. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. En conclusion, je dirais que pour éviter ben, notamment les installations type plancher chauffant emboué, qui sont finalement que la résultante des problématiques de corrosion de l'installation, installer une centrale de dégazage type VacuStream. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans les données qu'on entend récemment, on arrive aujourd'hui à faire des désembouages de planchers chauffants après 2 ans. Donc, c'est vraiment un délai qui est très court. Donc, ça veut dire que l'installation est déjà fortement attaquée après 2 ans de durée de vie. C'est extrêmement faible. Donc, on peut pas continuer comme ça. Donc, installer une centrale de dégazage type VacuStream, elle est vraiment faite pour les petites installations, vraiment faite pour le domestique. Elle va permettre de travailler sur la pérennité de l'installation et c'est ça qui est important. Et j'ai terminé avec ce webinaire. N'oubliez pas, en rappel, qu'on a des formations gratuites, hein, que ce soit en webinaire, en ligne ou que ce soit en présentiel. Donc, vous avez ici le QR code qui vous permet d'accéder à notre planning. Et je vais bientôt faire le planning 2026 sur nos sites de Abbeville, Lyon et Valence. Donc, vous aurez accès à ça bientôt sur notre site internet, en fait. Et pour terminer, vous l'avez eu dans la salle d'attente du webinaire, mais c'est une petite enquête. Donc, si vous avez encore 2 minutes devant vous, moins de 2 minutes, scannez le QR code pour nous donner votre avis sur un groupe de sécurité en matériaux synthétiques. Donc, je l'ai ici. C'est un prototype, donc il n'est pas très joli, mais il n'est plus en métal, il est en plastique. Et du coup, on aimerait bien recueillir votre avis sur cette typologie de produits. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, s'il vous plaît, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à scanner le QR code qui vous donne accès à cette question. En 1 minute, c'est rempli. Donc, et nous, ça nous permet de savoir si c'est un produit qui peut vous intéresser ou pas. Donc, merci de répondre à cette enquête avant de terminer. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour un webinaire le mois prochain. En attendant, écoutez, portez-vous bien et puis passez une excellente journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.